Préparez-vous à découvrir des lieux où le passé prend vie et nous montre sa splendeur et ses énigmes. Des découvertes surprenantes dans des montagnes isolées aux trouvailles inattendues dans des tombes oubliées, chacun de ces artefacts révèle des secrets anciens et des liens qui nous coupent encore le souffle aujourd'hui. Numéro 1. L'église de la Dame de Barfussé. En octobre 1975, une équipe d'ouvriers a découvert une chambre funéraire aux murs de briques à l'intérieur de l'église Barfussé à Bâle, en Suisse, lors d'un projet de rénovation. À l'intérieur de la tombe, ils ont trouvé une paire de cercueils bien conservés et, à l'intérieur, deux ensembles de restes humains. L'un des ensembles n'était rien d'autre qu'un squelette, mais l'autre était le cadavre momifié d'une femme qui sera plus tard connue sous le nom de la Dame de l'église de Barfussé. Des recherches ultérieures l'ont identifiée comme étant Anna-Katharina Bischoff, née à Strasbourg, en France, en mars 1719 et décédée à Bâle en août 1787. Elle doit probablement le lieu de son enterrement, qui serait normalement réservé aux personnes de haut statut social, à le fait qu'elle était l'épouse du pasteur Lucas Herlé, qui a servi dans l'Église pendant de nombreuses années. En 2015, une autre série de tests scientifiques a révélé quelque chose de bien plus surprenant. Anna est une parente très éloignée de Boris Johnson, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni en disgrâce. On se demande ce que l'épouse de ce ministre penserait de Boris Johnson si elle avait été en vie pour le voir. Numéro 2. L'or perdu des Incas. L'histoire de l'or perdu des Incas remonte au XVIe siècle, lorsque le conquistador espagnol Francisco Pizarro exigea une rançon d'or du roi Inca Atahualpa. Les Incas commencèrent à collecter la rançon, mais Pizarro exécuta le roi avec impatience. La rançon aurait été cachée quelque part dans une grotte secrète, et sa découverte a été rapportée à plusieurs reprises au fil des ans. L'un des premiers rapports remonte à environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde affirmait avoir obtenu de l'argent en affirmant que la famille de sa femme Inca lui avait montré l'emplacement du trésor. Cependant, les instructions pour le trouver, ainsi que le guide et la carte, ont disparu. Ce n'est qu'en 1886 qu'un chasseur de trésors nommé Blake prétend avoir trouvé le trésor. Il a décrit des figures humaines, des oiseaux et des animaux en or grandeur nature, des bijoux et des vases en or remplis d'émeraudes, ainsi que des œuvres d'orfèvrerie incroyablement belles. Blake a pris ce qu'il pouvait emporter et est parti avec l'intention de revenir, mais il a disparu sur le chemin du retour à New York. Toutes les tentatives pour le localiser et retrouver l'or perdu ont jusqu'à présent échoué. Le sort de Blake et la possibilité que quelqu'un d'autre retrouve leur Inca perdu reste un mystère. Numéro 3. Mystère des pierres bleues de Stonehenge. On sait beaucoup de choses sur Stonehenge, le célèbre cercle de pierres anglais, mais il reste un lieu rempli de grands mystères. L'une d'elles concerne un peu plus de 40 des plus petites pierres du site, appelées pierres bleues. Ils ne viennent de nulle part dans les environs. Au lieu de cela, ils ont été extraits des collines de Presely dans le Pembrokeshire, au pays de Galles. Cela fait près de 320 km et soulève la question de savoir comment quelqu'un a pu les transporter si loin il y a 5000 ans. En 2019, une nouvelle étude a permis d'identifier l'endroit précis dans les collines d'où les pierres ont été prélevées. Les chercheurs ont déterminé que les roches ont été extraites à l'aide de coins pour ouvrir des points verticaux entre chaque pilier rocheux naturel. Sur les sites, des plateformes artificielles en pierre et en bois ont été trouvées dans la vallée sous le site de Carn Godot dans les collines de Presely, vraisemblablement fabriquées et utilisées par les architectes de Stonehenge. Cela pourrait en fin de compte expliquer d'où venaient les pierres et comment elles ont été délogées des collines indigènes, mais cela n'explique pas pourquoi ni comment elles ont été transportées sur une distance aussi énorme. Numéro 4. Le zin carré des 4 boucs. Le zin carré aux 4 chèvres peut ressembler à un groupe de mots aléatoires, mais il s'agit en fait d'un récipient rituel chinois en bronze. Plus précisément, il s'agit d'un verre zin, qui est un verre à vin rituel. Les historiens chinois pensent que l'artefact a plus de 3000 ans, ce qui en fait une relique de la fin de la dynastie Shang. Comme le nom de l'artefact l'indique fortement, le vase est entouré de 4 chèvres aux cornes enroulées, ce qui le rend totalement unique dans les archives archéologiques.
Oyello puede encontrar en exhibición dentro del Museo Nacional de China, pero fut descubierto por primera vez en el pueblo de Huanque, en la provincia de Hunan, en avril de 1938 por un par de hermanos que cavaban en busca de camotes en el lado de une montagne. Il s'agit du plus grand zinc-carré de son époque jamais découvert et présente également un relief représentant 4 dragons entrelacés accompagnant leurs 4 chèvres. Le square un des 4 chèvres a en fait disparu après avoir été caché pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a finalement été déplacé en 1952. Il a été envoyé au Musée national de l'histoire chinoise 7 ans plus tard, mais a été transféré au Musée national de Chine plus tard ce même année. Numéro 5. La tapisserie sans pull. Vous avez peut-être entendu parler de la tapisserie de Bayeux, mais vous connaissez probablement moins la tapisserie de Sampulle. Il s'agit d'une ancienne tapisserie en laine qui a été découverte en 1984 dans l'ancienne colonie du bassin du Tarim à Sampulle, comté de Lop, Xinjiang, Chine. Lorsqu'elle a été trouvée, elle avait été transformée en pantalon pour homme, mais ce n'était pas le cas. Initialement conçu de cette façon et les historiens trouvent très étrange qu'il ait été découpé de cette manière dans un but aussi fondamental. La tapisserie est fascinante en raison des nombreux éléments de l'époque hellénistique qu'elle présente, notamment un diadème et un centaure grec, indiquant que la pièce pourrait provenir à l'origine du royaume gréco-bactrien. Cependant, la figure humaine sur la tapisserie pourrait être une représentation d'un soldat usi du 1er siècle, auquel cas elle contiendrait à la fois des éléments grecs anciens et chinois anciens, ce qui en ferait un artefact très difficile à comprendre. L'identification du personnage comme étant chinois est controversée car elle a les yeux bleus et des traits caucasiens, seul son style vestimentaire semble non européen. Les dates suggérées pour la tapisserie vont du 3e siècle avant JC au 4e siècle après JC. Numéro 6. Le trésor de Panre. Le Panroar est ainsi nommé car il a été trouvé dispersé dans plusieurs champs de Panre, Cumbria, Angleterre, pendant plus de 200 ans. Le temps écoulé entre la découverte du premier artefact du trésor et la découverte du plus récent en fait l'une des découvertes de trésors les plus insolites de l'histoire britannique. Le trésor comprend un ensemble de broches penants en argent particulières fabriquées au Xe siècle. Le premier objet, une grande broche en forme de chardon, a été découvert en 1785. Une deuxième broche, presque identique à la première, a été trouvée à proximité en 1830. La plupart des objets du trésor ont été découverts par 2 équipes d'archéologues travaillant à proximité l'une de l'autre. Avec l'autre avec des détecteurs de métaux en 1989. Les historiens pensent que les grandes broches ont été déposées délibérément les unes à côté des autres en 930, mais sont moins sûrs si le reste des objets a été abandonné intentionnellement ou enterré en même temps. Les pièces sont d'un style qui a été popularisé pour la première fois à l'époque romano-britannique, mais ce style a été adopté par les Vikings, et ces broches sont en fait presque certainement d'origine viking. Numéro 7. Tombe des reliefs. En nous déplaçant en Italie, nous trouvons les tombes des reliefs de Serre. Il s'agit d'une tombe de l'époque étrusque créée il y a 2400 ans mais découverte en 1847. La tombe est unique car presque toutes les tombes de l'époque étrusque découvertes à ce jour sont couvertes de fresques. Celui-ci est cependant décoré de reliefs en stuc. Notre compréhension de la langue écrite étrusque est imparfaite, mais il a été possible de traduire suffisamment d'inscriptions à l'intérieur de la tombe pour l'identifier comme la tombe familiale privée de la famille Matuna. Il ne contient pas moins de 32 espaces à son niveau le plus bas, au-dessus desquels 12 niches oblongues supplémentaires ont été creusées ultérieurement dans le mur pour permettre l'ajout de corps supplémentaires. Soit la famille Matuna était très nombreuse, soit elle continua à utiliser le tombeau pendant plusieurs générations. La présence d'un litus, de cornes et d'une chaise pliante en ivoire à l'intérieur de la tombe suggère qu'il s'agissait d'une famille de magistrats, mais la présence de boucliers, d'armures et d'armes implique qu'ils auraient pu aussi être des guerriers. Puisqu'ils vivaient il y a 2400 ans, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas être les 2. Numéro 8. Le diable sur une tablette d'argile. En 2020,
Une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a plusieurs décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon nommé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux Azidu, Asher et Horta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et des comportements étranges. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit un sort que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que grâce au pouvoir des dieux Tanu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Numéro 9. La boîte de Sigtuna. La boîte Sigtuna tire son nom du fait qu'elle a été trouvée à Sigtuna, en Suède, en août 1911. Il s'agit d'une boîte en cuivre remarquable par une inscription runique gravée sur sa surface au début du XIe siècle. La boîte est la preuve matérielle d'un réseau commercial qui s'étendait sur la mer Baltique à cette époque, mais les historiens sont plus fascinés par la gravure, qui prend la forme d'un poème. Plus précisément, il s'agit d'un poème en vieux norrois écrit dans un mètre spécifique qui était utilisé lorsque les poètes skaldiques écrivaient des louanges pour leurs dirigeants. Dans ce document, un coucou poursuit un voleur puis le mange. C'est une image étrange, mais elle aurait pu avoir à l'époque une signification symbolique qui s'est ensuite perdue au fil du temps. La boîte appartenait probablement à un marchand, qui l'aurait utilisée comme balance pour pouvoir peser de l'or et de l'argent où qu'il se trouve. Une deuxième inscription ressemblant à un graffiti sur la boîte se traduit par « Vermin a coloré ses runes », mais on ne sait pas si Vermin était le propriétaire initial de la boîte. Numéro 10. La médaille du pharaon, Toutankhamon et son héritage. Toutankhamon était un dirigeant égyptien qui régna de la fin de la 18e dynastie en 141 avant JC jusqu'à sa mort en 1324 avant JC, à l'âge de 19 ans. Bien que la renommée de Toutankhamon soit pâle en comparaison de celle de ses successeurs, pendant son règne, le jeune roi fut fréquemment félicité par le peuple égyptien pour avoir corrigé les injustices de son prédécesseur et réformé l'Égypte après qu'Akhenaton l'ait laissé dans la tourmente. La popularité mondiale du jeune pharaon est principalement due à l'exploration européenne des différentes tombes royales plus de 3000 ans après sa mort. La fascination pour Toutankhamon, tel que nous le connaissons aujourd'hui, provenait davantage de sa tombe que du roi lui-même. Howard Carter, archéologue et égyptologue anglais, a découvert le tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois, à Luxor, en 1922, presque entièrement intact. Ces découvertes ont été importantes pour les archéologues, car elles ont suscité un regain d'intérêt pour l'Égypte ancienne et les merveilles de Luxor, faisant de Howard Carter et de Toutankhamon des noms connus dans le monde entier. Numéro 11. Les ongles sacrés et leur signification dans le christianisme. Certains chrétiens, en particulier les catholiques romains et les orthodoxes orientaux, vénèrent des reliques qui prétendent être les clous sacrés avec lesquels Jésus a été crucifié. Ces clous font partie des instruments de la Passion, objets associés à la Passion de Jésus dans la symbolique et l'art chrétien. Les clous sacrés, comme d'autres instruments, sont devenus des objets de vénération chez de nombreux chrétiens et ont été représentés dans des peintures. Cependant, l'authenticité de ces reliques est discutable. Numéro 12. Le buste de Néfertiti. Le buste de Néfertiti, magnifique œuvre sculptée dans la pierre calcaire et recouverte de stucs peints, immortalise Néfertiti, la grande épouse royale du pharaon égyptien Akhenaton. Découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt en Égypte, ce buste date d'environ 1345 avenue et est attribué au sculpteur Thoutmose. Cependant, son acquisition suscite une controverse,
car Borchardt pourrait s'être livré à une fraude intentionnelle en trompant les responsables égyptiens sur la véritable nature du buste. L'exposition du buste de Néfertiti à Berlin depuis 1923 fait l'objet de débats et de demandes de rapatriement par l'Égypte. Un document récemment découvert révèle que Borchardt a induit les autorités égyptiennes en erreur sur la qualité du buste et a fourni des informations trompeuses. Cette révélation a intensifié le conflit sur la propriété du buste de Néfertiti, et le Conseil suprême des antiquités égyptiennes a demandé sa restitution ou, du moins, son rapatriement temporaire. La controverse soulève des considérations éthiques sur le rapatriement du patrimoine culturel et souligne l'importance de régler les différends sur la possession d'objets historiques. La demande de l'Égypte s'inscrit dans un débat mondial sur la restitution des objets culturels saisis à l'époque coloniale ou lors de fouilles archéologiques, et le refus de l'Allemagne de restituer le buste met en évidence la complexité de ces questions. Numéro 13. La tunique de laine Brenne. Il a été découvert en 2011 par des archéologues menant des recherches dans la région de Len-Bren, dans la région montagneuse de Génine en Norvège. Cette robe et d'autres objets ont été conservés pendant des siècles dans la glace et la neige, protégés des effets du temps. À l'époque viking, du 8e au 1er siècle, les Vikings, réputés pour leur savoir-faire et leurs vêtements robustes, ont joué un rôle central dans l'histoire médiévale à travers leurs expéditions et leurs explorations en Europe. La tunique de laine Brenne, datée de cette époque, est plus qu'un vêtement, c'est un lien direct avec le passé. Cet artefact bien conservé offre des informations précieuses sur les vêtements vikings, soulignant le savoir-faire et l'attention portée aux détails dans leur fabrication. Fabriqué en laine avec un motif à chevron en losange, il démontre le savoir-faire des Vikings dans la production textile, soulignant l'importance des vêtements en tant que protection contre les éléments et symboles de statut social. Cette découverte renforce l'idée selon laquelle les Vikings appréciaient la qualité et le design de leurs vêtements. Numéro 14. Grotte de Lascaux. Nichée dans les paysages pittoresques du sud-ouest de la France se trouve l'extraordinaire grotte de Lascaux, célèbre pour ses captivantes peintures rupestres paléolithiques. Découverte par 4 adolescents le 12 septembre 1940, les parois de la grotte abritent près de 2000 figures d'animaux, d'humains et de signes abstraits. La collection comprend des cerfs, des vaches, des bisons, des chats, un oiseau, un rhinocéros et un ours, tous gravés avec beaucoup de détails et de finesse artistique. Ces peintures offrent une image vivante du monde antique et de l'acte sacré de peindre. En 1948, la grotte fut ouverte au public, mais l'afflux quotidien menaçait les délicates peintures. En 1963, il est décidé de fermer Lascaux pour préserver son précieux patrimoine. 2 décennies plus tard, une réplique exacte appelée Lascaux II a vu le jour, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir la magie de la grotte sans mettre en danger les œuvres d'art originales. Les peintures de Lascaux occupent une place importante dans l'histoire de l'art, et une œuvre particulièrement frappante, connue sous le nom de « Bison croisé », montre l'extraordinaire talent des peintres à capturer le réalisme et à utiliser la perspective. Malgré ses efforts de préservation, la grotte de Lascaux fait toujours face à de nouvelles menaces, comme la prolifération de moisissures, de champignons et de bactéries qui peuvent endommager les peintures et effacer leur beauté intemporelle. Numéro 15. La bibliothèque Assurbanipal est un trésor archéologique découvert au XIXe siècle par Austin-Henri Layard dans l'ancienne ville de Ninive, en Irak. Composé de plus de 25 000 fragments de tablettes d'argile, il révèle la richesse intellectuelle de la Syrie antique et les passions littéraires du roi Assurbanipal. Le monarque, connu pour ses réalisations militaires et culturelles, envoya des scribes dans tout son empire à la recherche de trésors littéraires, construisant une bibliothèque allant des chroniques et textes religieux à l'épopée de Gilgamesh. Cette collection impressionnante, comprenant des chefs-d'œuvre littéraires et des traités sur la médecine et l'astronomie, offre un aperçu approfondi de la culture, de la religion et du paysage intellectuel assyrien. En 612 avant JC, lors du siège de Ninive, le palais qui abritait la bibliothèque fut incendié. Cependant, la chaleur a partiellement cuit les lattes, les préservant plutôt que de les détruire. La bibliothèque Assurbanipal est un témoignage unique qui a résisté à l'épreuve du temps,
nous invitant à explorer l'histoire de la Syrie et la passion du savoir de son roi à travers ses fragments littéraires anciens. Numéro 16. La nécropole vaticane. La nécropole se trouve au Vatican, cachée sous ce qui est sans doute la basilique la plus célèbre du monde. Il existe une authentique cité des morts. Cette nécropole macabre est située juste en dessous de la basilique Saint-Pierre dans la cité du Vatican. À la surface, il y a une merveille du monde, une structure remplie de belles œuvres d'art, de fresques fascinantes et de centaines d'années d'histoire. Mais 5 étages plus bas, cachée dans l'obscurité du sous-sol, se trouve une ruine qui remonte à la fondation originale de l'Empire romain. L'autel de Saint-Pierre est au sommet de toute l'histoire. L'autel est empilé sur 2000 endossements, avec les corps des morts cachés en dessous. La plupart des corps enterrés sous la basilique ne sont même pas des chrétiens. Le cimetière le plus ancien remonte au 1er siècle après JC et était utilisé par les païens. Et en plus de cela, il y a un autre niveau de sépulture du VE siècle. Celui-ci est un peu plus intéressant car c'est un mélange de païens et de chrétiens, un mausolée d'une époque où les païens d'Europe se convertissaient lentement au catholicisme. Ces deux niveaux représentent à eux seuls environ 90% de la période pendant laquelle l'Empire romain était au pouvoir, entre 27 avant JC et 476 après JC. Bien que la basilique Saint-Pierre soit ce que tout le monde connaît et qui fait la renommée de la colline, elle a longtemps été un lieu sacré.